Allez, j'ai le plaisir de vous recevoir, vous, notre public, nos auditeurs sur Maxi Martinique 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmag.fr pour la grande émission Automoto de la fin de semaine en prime time, les experts automoto. On peut s'applaudir si vous êtes d'accord. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 18h, les expertes et les experts de la bande AGM sont à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité automoto d'ici et d'ailleurs. Et merci au personnel d'ailleurs de l'arrobase qui nous accueille et qui vous accueille pour ce dernier spectacle qui permet d'assister tout en dînant donc à l'enregistrement de notre émission. Venez nombreux, c'est sympa. Nouvelle carte à l'arrobase aussi, sachez-le. Je suis ce soir avec Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Vanille Lemouliec, dont c'est le retour. On ne comprend pas, tu as disparu pendant quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu n'aurais pas monté une boutique par hasard ? Si, je travaille beaucoup en ce moment. Alors, dis-nous ta boutique, elle est où alors du coup ? La Villa des Lucioles qui se situe à Clairières, donc pas très loin d'ici d'ailleurs. D'accord. Et vous pouvez y retrouver plein de choses parce que c'est la caverne d'Ali Baba. Je travaille avec des créateurs du monde et chaque objet a son histoire. Donc c'est juste génial, avec une collection de robes aussi magnifique. Bon, il faut aller voir quoi. Hein. Exact. Donc la Villa des Lucioles, juste après la clinique Saint-Paul. T'as essayé les robes, toi ? Moi, j'ai essayé les robes, ouais, j'ai essayé les robes. Mais moi, c'est pour le samedi soir. Moi, tu sais, je sors en robe le samedi soir. Tu sais, il y a plus de sexe aujourd'hui. C'est unisexe. Je reçois avec plaisir Nicolas Aron, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir. Que j'ai croisé au Morne Vert, je crois, en vélo. Ah, au Morne Vert. C'était toi ? C'était moi, évidemment. J'ai doublé, là, à un moment donné. Tout au sommet, c'était bien moi. Super. Et Éric Rouget, bien sûr. Bonsoir. On lui dit bonsoir à vous. C'est super sympa d'être là. Ça me fait plaisir de tous vous retrouver. Et en plus, je me suis gouré de fiches, donc c'est pas grave. On va changer de fiche. C'est pas méchant. Alors, ce soir, ce qui est intéressant, avant de parler de ce qu'on va dire ce soir, je vais vous parler plutôt de RMC, puisque tout le sport est chaque semaine sur RMC, vous le savez. C'est diffusé donc sur Maxi Martinique. Et le matin, à 7h05 et 8h05, vous retrouvez JM de la bande JM pendant la matinale d'Apolline de Malherbe, mais juste avant le Super Moscato Show. Oui, alors donc voilà, je reviens sur mes feuilles. Donc il y a des soirs comme ça, il y a des jours comme ça où ça va mal, et c'est un petit peu le cas parce que j'étais pas tout à fait en face de mon bon texte. Alors, je vous le dis ce soir, le consommateur automobile devient un expert automoto et grâce à qui ? Eh bien, grâce à Bibi. Oui, grâce à gtmag.fr, entre autres. Oui, grâce au digital plus puissant que jamais pour informer, grâce au magazine pour tester, aux influenceurs pour se la jouer, experts, et grâce, il est vrai, à nos chaînes TV et à nos magazines journalistiques, en particulier sur YouTube. Vous savez qu'on est à 4,5 millions de vues sur YouTube. 4 500 000 personnes qui viennent sur YouTube pour voir gtmag.fr. Il y a encore des concessions qui nous ignorent, malheureusement. Quelle tristesse, quel manque de clairvoyance. Et oui, certaines concessions vieillissent très vite et passent à côté des 25-35 ans qui, eux, sont sur les grands réseaux et sur notre magazine digital, évidemment. Ils sont aussi beaucoup sur Instagram, par exemple, et particulièrement sur YouTube. Bravo aux concessions qui avancent avec leur temps. Elles vendent des voitures, c'est plutôt étonnant, si on réfléchit. On comprend mieux pourquoi elles en vendent. On parlera également de la fin des ZFE et des fameuses vignettes critères, mais on verra pourquoi la suppression des ZFE n'est pas définitive. On en parle en partie avec Andrea tout à l'heure. Super. Et vous êtes d'accord ou pas sur le sujet de l'émission de ce soir ? On n'a pas trop le choix. Hein. Bah oui, c'est vrai, c'est un peu imposé. C'est Eric en fait qui m'écrit mes textes, voilà, donc toute la semaine. Avec des fautes dedans un peu, mais bon. Ah, Pas près de ton micro, Eric. Je suis étonné, tu n'as pas parlé de moto, c'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre qu'il n'ait pas parlé de moto, ouais, c'est vrai. Allez, la révolution automobile passe-t-elle par de nouveaux vendeurs automobiles, mieux formés, plus digitalisés ? On peut se poser la question quand même ce soir. Oui. Je sais pas, vous allez dans les concessions de temps en temps automobiles ? Bon, nous, on y va quasiment tous les jours. Nous, on peut, mais, Ouais. Mais on lit un petit peu tout ce qui se passe, donc on voit bien qu'il n'y a pas de voiture sans digital maintenant, ça n'existe plus. Et ça monte en puissance, en fait. Le digital prend de plus en plus de place dans la conduite et dans le confort automobile, non ? Alors moi, je me pose une question, c'est aujourd'hui la concession, ou demain la concession, est-ce qu'elle sera toujours physique ou est-ce qu'un site internet, c'est le futur des concessions, à savoir l'endroit où on va
personnaliser son véhicule, on va pouvoir le réserver et finalement on se déplacera juste récupérer son véhicule. On ne peut pas déjà le faire On peut déjà le faire. On peut déjà le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans les habitudes de tout le monde de faire un achat en ligne de véhicules. Bon, on verra un peu plus tard qu'il y a certaines marques ou groupes plutôt qui jouent à l'échelon national cette fois, ou international plutôt, qui jouent le jeu justement de la digitalisation. Merci, je vais y arriver. Par contre, c'est deux mondes qui s'affrontent finalement. Le monde, on va dire digital, donc un peu irréel, et le monde réel. Mais les deux sont obligatoires. À un moment donné, effectivement, il faut récupérer sa voiture. Même si on l'a commandée sur Internet, par exemple, sur un site spécialisé qui vous accueillerait de façon très digitalisée. À un moment donné, le virtuel rejoint le réel et il y a aussi un problème de service après-vente, sûrement. Enfin, je suis tout seul à parler, mais allez-y. Hein. On a aussi, je pense que le consommateur a aussi besoin de toucher, de sentir... De parler à quelqu'un qui va le rassurer. Peut-être aussi, mais je pense que le contact avec le véhicule est important. Alors ça c'est vraiment en train de changer, par contre. Alors ça, par contre, c'est pas du tout dans les tendances. Le contact avec le véhicule, parce qu'on est quand même sur un achat... qui implique un certain coût, peu importe le type de véhicule, même un véhicule entrée de gamme, ça reste quand même au moins 20 000 euros. Donc c'est vrai qu'il faut essayer, le tester, le voir de visu, pour y avoir un petit peu travaillé. Il y a des personnes qui arrivent et qui se disent « Ah, mais je le voyais beaucoup plus haut, je le voyais beaucoup plus bas, même si toutes les informations sont présentes, garde au sol de 10, 15, 20, 30, bref, peu importe. On a du mal à c'est immatériel, on voit pas, imaginer dans un véhicule l'espace qu'il peut apporter, l'espace du coffre, comment on imagine ses enfants aussi à l'intérieur, et puis tout simplement quand on se met au volant, on se rend compte de l'ergonomie de certaines choses, et on se dit ah mais le volant est mal placé, le frein à main ne me convient pas. Et tu es entièrement en contradiction quasi parfaite avec les réactions des consommateurs aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le digital correspond parfaitement à toutes les réponses qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, soit grâce à un magazine comme le nôtre, je le cite pour exemple, mais soit par un influenceur, soit par un magazine virtuel, soit par une présentation virtuelle, on peut très très bien comprendre, connaître la capacité du coffre, savoir comment la voiture se module. Bien évidemment, mais on le voit. Non, mais c'est pour répondre à ton affirmation. On le voit, mais par exemple, moi je sais que je ne pourrais pas acheter sans le voir de mes propres yeux. Il y a une espèce de côté affectif aussi, non ? Quand tu vois la voiture en Alors, vrai. Ça, c'est compensé. Alors, bizarrement, il se passe deux phénomènes assez extraordinaires. C'est-à-dire que globalement, à l'échelon national, mais à l'échelon international, la marque a de moins en moins d'importance. La marque automobile a de moins en moins d'importance. Pourquoi ? Parce que il y a des marques étrangères, chinoises en particulier, pour ne pas les citer, qui amènent très bien aux besoins. Voilà, qui amènent une certaine fiabilité maintenant. Alors que ce sont des petites marques, parfois c'est des start-up. Alors on ne parle pas de BYD, on ne parle pas de SAIC ou des gens comme ça, mais parfois au Japon, par exemple, il y a des start-up qui se montent et qui vendent très très bien leur voiture à la place d'une Audi, d'une Mercedes, d'une Jaguar, etc. Et donc cette opposition, elle est assez extraordinaire parce que la marque a moins d'importance, mais par contre, au moment de l'achat virtuel, la marque prend un peu le dessus. C'est-à-dire, oui, c'est une Audi, c'est fiable, on sait que c'est une bonne voiture, donc j'y vais un peu les yeux fermés. Le modèle me plaît physiquement, le coffre me convient, donc je l'achète virtuellement. Donc je l'achète sur Internet. Surtout si l'offre financière en plus cumulée est intéressante. Donc je ne vais pas me déplacer en concession ou je vais y aller qu'une fois. Et par exemple, oui, ça change, on est en train de changer là. Par exemple, les gens de notre âge, ils sont dans ce cas-là ou non ? C'est plus des gens qui sont un petit peu plus jeunes qui réagissent comme ça. Quand tu dis notre âge, tu peux préciser la tranche ? Je parle. Non, je ne donnerai pas d'âge. On est sur les 25-35. On est sur les 25-35 ans. Tranche, oui. Donc ça monte au-delà, ça monte à 45 ans, mais entre 35 et 45 ans, ça chute de 70%. Les gens vont 2 ou 3 fois en concession. Avant cela, on va une seule fois en concession, voire 0 fois. Alors, il y a une clientèle japonaise et chinoise qui ne va plus en concession du tout. C'est une nouvelle consommation, en fait. Exactement. La concession propose juste la livraison. Ça va même plus loin sur le service après-vente, puisque aujourd'hui, vous avez des marques qui proposent des services après-vente, où vous avez un rendez-vous sur le digital et on vient chercher votre voiture, on la répare et on vous la ramène. C'est un marché de 50 milliards de dollars aux États-Unis.
Sachant qu'en France, on est en retard parce qu'en France, il y a seulement 7% des acheteurs qui finalisent leur achat en ligne, alors que c'est beaucoup plus élevé en Allemagne et au Royaume-Uni, où ils sont déjà vachement avancés là-dessus. Au Royaume-Uni, on a jusqu'à 20% des acheteurs qui finalisent l'achat de leur véhicule en ligne. Donc, Alors, fais pas ta rubrique trop vite, hein, parce que tout à l'heure, il va falloir que tu nous en parles. Hein. ouais, mais c'est totalement dans le sujet, il faut C'est bien dans en le sujet, parler aussi. on est d'accord. Bon, en tout cas, ça change, ça évolue. Oui, vas-y, Nicolas. Oui, je voulais rajouter, est-ce que justement l'évolution de ce mode d'achat n'est pas aussi liée à l'évolution de la façon dont on voit les véhicules? Parce que là, finalement, on est en train de dire que, tu l'as dit toi-même, hein, on oublie la marque, etc. Donc on met en avant le côté pratique. On oublie le côté émotionnel, le côté, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'odeur, etc. Voilà, on oublie ça. Donc le véhicule devient factuellement un objet pratique. On est d'accord, ça fait je trouve partie que de ça. c'est un plaisir. Enfin, pour moi, c'est pas une contrainte de me déplacer en concession, d'échanger, de voir les véhicules. Alors, ça dépend. Il y a des concessions qui sont plus ou moins accueillantes. Je pense que ça dépend malheureusement aussi du prestige de la marque, où le service ne sera forcément pas le même. Mais selon le des type... vendeurs aussi, des vendeurs qui sont là. Oui, mais je parle déjà, les vendeurs ont aussi la connotation et l'image de marque. Donc, si vous allez dans une concession premium ou dans une concession d'une marque, on va dire, avec une entrée de gamme assez accessible pour tous. Généraliste. Oui, voilà, généraliste, eh bien, on n'a pas la même prestation. Mais je trouve ça plaisant d'aller en concession, d'avoir son véhicule. Ça, c'est toi, c'est ton avis. Ben, oui, c'est ce que je dis, c'est mon avis, mais je pense que si je réfléchis comme ça, je pense que beaucoup de personnes peuvent réfléchir comme ça. Alors, écoutez bien aussi. à l'instant auto le matin, 7h05, 8h05 sur Maxi. Regardez bien GT Mag avec les articles qui sont reliés sur GT Mag et écoutez bien les rubriques de ce soir, parce que de tout ça, on en parle. Nicolas va nous en parler tout à l'heure, de cette relation on va dire, du prospect, hein, celui qui va acheter une voiture, donc qui est prospect, il ne connaît pas encore la concession. Comment il réagit quand il va dans une concession et qu'est-ce qu'il bloque? Nicolas pourra nous en parler sûrement tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs blocages dans la concession et on va voir quel jeu doit jouer la concession pour être sûr d'avoir ce prospect, de le garder et de lui vendre une voiture. Encore une fois, là aussi, les choses changent. Donc on va en parler un peu plus tard. Alors, l'autre question que je voulais poser, est-ce que le réseau client des vendeurs est-il en train de se tarir dans les concessions? Vous savez qu'en Martinique, là on parle de la Martinique spécifiquement, de la Guadeloupe, des îles en général, beaucoup de concessions se reposent sur le réseau du vendeur, c'est-à-dire le nombre de connaissances qu'il peut avoir, donc le nombre de gens qui savent que le vendeur travaille chez telle marque, et donc le nombre de gens qui s'appellent entre eux et qui se disent bah tiens, je vais changer de voiture demain, ah bah tiens, appelle Nicolas, parce que Nicolas travaille chez Peugeot, et il va te vendre une super voiture, machin. Et donc généralement, on s'embête pas trop, on appelle Peugeot, le gars vous fait une belle remise, et bah, vous repartez avec votre Peugeot. C'est un peu à l'ancienne. En fait, quoi. La on est un peu sur ce modèle quand même qui s'appuie beaucoup sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne soient pas sur le digital ou ne fassent pas de communication, mais un peu beaucoup. Un peu beaucoup, voilà. Donc, et c'est ça qui justement est en train de changer. C'est parce qu'il y a une certaine proximité sur l'île peut-être, et donc on connaît plus facilement les gens que ailleurs. Ça correspond à notre société. Si on va à Toulouse, on ne connaît pas forcément le vendeur. Local c'est assez local et on se connaît un peu tous dans l'île. C'est pas très grand, donc on connaît beaucoup de monde. On a toujours l'impression qu'on va faire une bonne affaire quand ça vient de quelqu'un qu'on connaît. Alors, on va voir tout à l'heure avec Nicolas sûrement aussi. Oui, vas-y. Tu voulais dire? Non, oui, d'accord. On va voir avec Nicolas tout à l'heure aussi comment que le vendeur doit changer sa façon de travailler finalement pour rester collé au marché. Et en ce moment, c'est très compliqué d'ailleurs en Martinique, en Guadeloupe, parce que justement ce réseau se tarit, que les gens agissent d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'information du véhicule sur le digital, alors peu importe lequel, on est dedans, mais il n'y a pas que nous. Donc quand ils vont arriver à la concession, ils savent déjà... C'est-à-dire quand ils arrivent en concession, ils savent déjà ce qu'ils vont acheter. Et le problème qu'ils trouvent, c'est qu'ils ont plus de connaissances parfois que le vendeur sur le modèle qu'ils veulent acheter. Voilà, ouais. Alors, je pense que ça, c'est à nuancer. C'est à nuancer, c'est en fonction des marques, parce que tu as beaucoup d'enseignes aussi, de concessions en Martinique qui bénéficient de modèles tropicalisés. Donc, les véhicules viennent souvent d'Amérique latine ou d'ailleurs, mais les finitions ne correspondent pas forcément aux versions européennes. Voilà, c'est plutôt spécifique. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, tout à l'heure, on parlait des Japonais et des Chinois. C'était volontaire quand je vous ai dit, mais en Chine et au Japon, il y a des gens qui vont qu'une seule fois en concession, voire pas du tout. Mais on se rend compte qu'en Europe, c'est exactement le même phénomène qui est en train de se mettre en place, en Europe et aux Antilles. C'est-à-dire que les gens ne vont qu'une seule fois en concession. C'est-à-dire qu'ils ont fait 40 sites Internet, on va dire, ou 40 télé Internet. Ils sont allés sur le site du constructeur, bien sûr, ils ont configuré leur voiture, ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent parfaitement le modèle et ils arrivent en concession pour faire l'achat.
Et là, c'est pile ou face. Soit ils ne le font pas parce que le vendeur a moins de connaissances que l'acheteur sur son propre modèle, et ça arrive malheureusement trop souvent. À ce moment-là, l'acheteur se retire et va acheter une autre marque. Il cherche donc à trouver quelqu'un qui puisse lui amener des informations qu'il n'aurait pas trouvées. Quand ce n'est pas le cas, il n'achète pas. Et puis... Et donc, ce que tu disais, on va vers la disparition des vendeurs, en fait. Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, le vendeur est obligé de se transformer sa façon de travailler. D'accord ? Il y a les réseaux qu'il a, mais c'est plus suffisant aujourd'hui. Donc, il faut qu'il travaille sur les leads. Il faut que ce soit un vendeur 2.0, quoi. C'est un vendeur 2.0 impérativement aujourd'hui, pour pouvoir toucher une clientèle qui est une clientèle qui a les moyens, qui commence à travailler et qui a besoin d'un véhicule. Bon, ça, c'est un constat national. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va une seule fois en concession contre 3 fois il y a 5 ans. Ah, c'est rapide, en fait. Ah, mais c'est très rapide. Donc, ça a changé en 5 ans. Donc, j'espère qu'on a des concessionnaires, amis concessionnaires qui nous écoutent, parce que ça change beaucoup de choses. Et parfois, j'entends les gens râler en disant oui, on a moins vendu de voitures, etc. ce mois-ci et ci, mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a réussi à toucher les gens de la bonne manière, en fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut se remettre en question et revoir les méthodes de travail, c'est ça, un petit peu. Il faut évoluer avec son temps, ce qui n'est pas forcément évident quand tu as été formé à un type de vente et qu'en fait, au cours de ta carrière, les choses changent. Ça évolue tellement vite, il a dit 5 ans, c'est très peu de temps en fait. Tout à fait. Alors, dans cette enquête qui a été menée à l'échelon national et européen, il ressort aussi qu'il y a un conseiller commercial qui ne connaît pas la concurrence à son produit et d'entrée noté hors jeu par le client. C'est clair. C'est sûr que si vous allez acheter une Peugeot 3008 et que vous ne mettez pas quelque chose en face, si vous ne savez pas quel est son concurrent et si vous ne connaissez pas sa concurrence, eh ben, le client considère que vous êtes hors jeu et donc il n'achète pas chez vous. Il part sur une autre concession. Ça vous paraît logique, ça, ou pas ? Moi, ça on a une moto logique, qui passe, c'est rare d'entendre des motos qui passent. Ça paraît vraiment... C'est rare. Hein, on a une grosse moto qui est passée. Un petit peu d'échappement qui fait un petit peu de bruit. Alors, est-ce que ça vous paraît logique, ça ? Ça me paraît logique. On va comparer. Quand on veut acheter, on va comparer. Donc, le vendeur doit savoir comparer lui-même et nous donner les bonnes spécifications pour nous dire voilà, mettre en avant l'avantage par rapport à notre modèle. En fait, on revient sur le problème du réseau, on revient sur le problème du recrutement des vendeurs, etc. On recrute parfois des gens aussi sur leur réseau. Et est-ce que la formation est suffisante ? Est-ce qu'il y a vraiment un investissement sur la formation des vendeurs ? Peut-être de moins en moins, parce qu'économiquement, c'est compliqué aussi. Et parfois, on se retrouve donc avec des vendeurs qui n'ont pas la connaissance de leurs produits. Oui. Savez-vous aussi, je vous le donne pour information, savez-vous que très peu de vendeurs vont sur GT Mag. Certains n'ont jamais vu l'essai de leur modèle par notre magazine. C'est-à-dire qu'on fait un essai pour sa marque, pour son modèle qui est en cours, et le vendeur n'a jamais été voir l'essai. C'est dommage, ça pourrait lui faire un argument. Et encore moins celui des concurrents, bien sûr. Oui, mais ça lui ferait un argument de vente supplémentaire. Il peut en parler en connaissance, comme ça, justement. Alors, c'est très étonnant, mais on le constate tous les jours. Donc, voilà. Alors, bien sûr, il y a des très bons vendeurs. Il ne faut pas oublier ça, quand même. Il y a de très bons vendeurs. Il y a des gens qui sont accros de GT Mag, qui vont voir tous les essais qu'on fait. Mais franchement, il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont jamais été sur GT Mag ou qui ne connaissent pas du tout GT Mag. C'est encore pire. Oui, alors qu'on a fait des essais pour eux. Donc, rappelle-nous le nombre de vues, 4 millions. 4 millions et demi de vues sur YouTube. Oui, effectivement. Mais parfois, dans les 4 millions et demi de vues, on n'a pas les vendeurs de concession. Enfin, pas tous, parce qu'encore une fois, il y a de très très bons vendeurs en concession. On les repère assez facilement. On fait une pause pub, vous êtes d'accord ? Yes. Allez, à tout de suite. Vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza.
On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Et merci d'applaudir bien fort nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Bravo, on peut s'applaudir bien fort. Et bien évidemment, merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de la Belle Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de gtmac.fr et de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Merci à eux, franchement, c'est super sympa de nous recevoir. Bientôt des nouveaux partenaires en plus pour l'émission, vous allez le voir. On ne vous dit rien pour l'instant, mais ça va arriver. Alors, ce soir, on parle de révolution automobile, mais à l'échelon presque local, j'ai envie de dire. Globalement, parce qu'en fait on parle des concessions, en fait, de la méthode de distribution des voitures, comment on vend une voiture et à qui on les vend, et on s'aperçoit que le marché est en train de se transformer littéralement et que beaucoup de distributeurs ici en France hexagonale et à l'étranger, en Allemagne en particulier et dans d'autres pays bien sûr d'Europe et aux États-Unis, concrètement, le marché se révolutionne littéralement, le marché de la distribution, et les concessionnaires sont en train de réfléchir à un mode de distribution totalement différent pour pouvoir justement toucher une clientèle qui n'est plus sur les médias traditionnels, donc qui n'est plus touchée par les publicités télé, magazines, etc., et qui sont plutôt axés sur le digital. Ils sont fixés sur le digital, ils scrollent à longueur de journée, et donc c'est là qu'on arrive à les toucher. Et voilà. Donc quand ils lèvent le nez de leur téléphone, parfois ils vont en concession. On a vu une fois en moyenne, plutôt que 3 fois il y a 5-6 ans en arrière. Donc, oui, une fois qu'on a un vrai besoin, à ce moment-là, le digital rejoint le réel et on va en concession pour acheter la voiture. On est d'accord là-dessus ou pas ? Oui. Tout à fait. Alors, on se tourne vers Nicolas, parce que justement, c'est toi qui nous parles de l'avenir de la distribution d'ici et d'ailleurs. Ah bon, oui. Alors, J'étais pas au courant. Non, alors, pour tout vous dire, effectivement, le monde de l'automobile change et ça bouge aussi dans les concessions. Donc, j'ai retenu 3 grandes tendances qui bouleversent aujourd'hui la façon dont les voitures sont vendues. Vous allez voir, tout se rejoint. Oui, exact. Donc, en numéro 1, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a de nouvelles énergies, donc forcément de nouveaux métiers. Et avec l'arrivée des véhicules électriques, hybrides ou hydrogène, il faut tout repenser. Donc, les gammes des véhicules, mais aussi le profil des vendeurs. Il s'agit plus seulement de vendre, mais d'accompagner le client dans une offre plus complexe avec des bornes de recharge, l'entretien, la revente. Bref, tout un nouveau monde à maîtriser. En numéro 2, j'ai retenu le changement dans les habitudes d'achat. Ah, on y vient. Important. 53% des acheteurs ne vont même plus en concession. Ouais, vous avez entendu ? C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Pour leur premier contact. Pour le premier contact, oui, bien Ouais. sûr. 93% des décisions sont prises en ligne avant de franchir la porte du garage. Donc la visite en concession devient donc un simple point de livraison, alors que le vendeur devrait être un vrai conseiller de confiance. En numéro 3, tout devient digital. Donc on entre vraiment dans une ère de l'expérience client 100% numérique. Commande en ligne, diagnostic à distance, entretien à domicile. Comme tu l'as dit tout à l'heure, aux États-Unis, certaines concessions comme Honda proposent même d'aller chercher la voiture du client chez lui, faire les réparations, la ramener. J'avoue que moi, je trouve que c'est un vrai confort. Donc résultat, c'est pas mal, ça. plus de satisfaction client Écoute bien. et plus... Plus de combien ? Attends, redis-le, les clients. Plus de combien de clients ? Alors là, tu me poses une colle là parce que je ne sais Non, tu étais en train de le dire. Tu disais résultat. Résultat, je suis perdu dans ma chronique alors. Je t'ai fait perdre le fil. Ouais, je tu suis m'as fait désolé. perdre le fil. Non, mais en fait, En nombre c'est de vrai. clients et en chiffre d'affaires, Mais Nicolas. C'est impressionnant qu'ils viennent à la maison comme ça te réparer la voiture quand même. Mais ça, C'est je trouve ça- extraordinaire. Je trouve ça génial, c'est extraordinaire. Mais c'est Ouais, totalement dans notre époque. Tu t'occupes plus de rien, voilà. Non, mais et puis, Je peux pas m'empêcher de penser à Andrea, je sais pas pourquoi. Andrea, tu es chez toi, t'as plus de problème, tu t'envoies un message à ton concessionnaire, le gars vient chercher ta voiture, tu le rencontres même pas. Il vient chercher la voiture, il part, il répare, il te ramène la voiture. Non, c'est pas dans ta veille, royal, ça. ça. Ah oui, C'est mais génial. après, je pense qu'il y a des compagnies tierces qui ne sont pas forcément des concessionnaires, mais qui peuvent avoir cette prestation-là de service. Oui, ça, Oui, mais là, on se parle fait vraiment ici, des concessions. Ouais, là, ouais, on non, parle mais des là, distributeurs avec le essentiels. Hein. Oui, Mais par, après, au par final, exemple, on pourrait dire. Mais après, au final, le fait que le consommateur prenne sa décision avant de venir en concession, j'ai pas l'impression que ce soit forcément lié au secteur automobile. C'est juste le consommateur,
la nouvelle gestion de consommation globale, générale, tout comme on fait ses courses en ligne, tout comme on sait... mais c'est une révolution pour l'automobile, c'est une révolution, parce que le marché ne marche pas du tout comme ça. C'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. Il faut acheter une voiture, il faut toucher la voiture, il faut toucher le cuir, ce que je veux dire, c'est que c'est pas lié au secteur automobile, mais je pense qu'il y a quand même certaines personnes, je parle de moi parce que c'est mon point de vue, mais j'en suis persuadée que d'autres personnes doivent réfléchir comme ça, aiment quand même l'expérience de je vais me faire conseiller, ou peut-être que je vais aller en concession et je vais avoir un coup de cœur sur une autre configuration de voiture. Ouais, mais je pense que t'es arriériste, hein. T'es vieille en fait. Bah ouais. Voilà. Hein. Moi, je suis conservatrice. Oui, non, mais t'as raison, bien sûr, Andrea. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est une révolution en cours. C'est une révolution qui est en train de naître devant nous. Ah non, mais bien évidemment. Mais par exemple, le nombre de fois où on se rend, par exemple, chez Porsche pour le côté professionnel, à chaque fois que je rentre dans leur concession, et Dieu sait qu'en Martinique, ça reste une petite concession. C'est pas non plus certaines concessions de certaine envergure qu'on peut retrouver en France. C'est toujours un plaisir de voir la dernière 911 qui est rentrée, de voir que le mois d'après, la config de la 911 a changé parce que c'est un autre véhicule. On se dit, j'avais pas pensé à cette config avec ses jantes, avec cet alliage, avec les freins de telle couleur. Et en fait, on se dit, waouh, c'est canon. Et le fait de rentrer dans la concession, ça permet de nous donner des idées aussi qu'on peut avoir sur Internet. Hein. Non, mais tu défends quelque chose qui existe aujourd'hui. Et moi, je te défends quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ? C'est bien ton idée, mais ton idée, on la connaît. Bien sûr, tout le monde fait ça. On est content d'aller chez Porsche, on est content d'aller chez Renault, on est content. Je suis d'accord, mais pour moi, même si la consommation change... Je sais pas ce qui se passe. Elle change, mais pour moi, ce sera juste un 50-50, entre guillemets. Ce ne sera pas le digital qui prendra le pied. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller chez Porsche pour aller boire un café, mais on ne commandera peut-être pas sa voiture chez Porsche. On la commandera chez Porsche, mais en digital. C'est ça qui est en train de se produire. Ça se produit dans les pays autour de nous, et ça commence à venir véritablement en France. Il faut vraiment en avoir conscience. Alors la visite de la concession sera toujours dans les mœurs. Oui, la concession va sans doute changer d'aspect déjà, et puis de façon la relation qu'elle a avec son prospect, on va dire, celui qui peut potentiellement acheter sa voiture. C'est ce qu'on raconte ce soir. Hein. Vas-y, Nicolas. Alors, en tout cas, concernant Honda aux États-Unis, donc on est à 150 000 demandes pour le service à domicile, et donc un chiffre d'affaires de 53 millions de dollars. 53 millions de dollars. Non, mais par exemple, même Speedy, notre partenaire, il peut faire ça. Après, il peut changer sa façon de voir les choses et de ne plus avoir de garage fixe et d'aller chez les gens aussi, faire la même chose, un petit peu. Oui, on est bien d'accord. Mais là, on parle du concessionnaire. Hein, oui. On parle du concessionnaire. Le concessionnaire, lui, c'est un vendeur de voitures et derrière, il a un service après-vente. C'est un vendeur de pièces aux Antilles et il a un service après-vente. Là, ça voudrait dire que le concessionnaire n'a plus d'accueil, n'a plus rien. Tu commandes ta voiture, tu viens la chercher éventuellement et tu bois un café. C'est triste. Oui. Nicolas, c'est triste. Andrea qui défend nos clients, elle a raison. Ça peut être même des robots qui te réparent ta voiture, parce qu'il y a des robots qui font ça déjà. Oui, même dans le médical, maintenant... pour faire une petite aparté, il y a un congrès qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Strasbourg sur les nouvelles innovations technologiques. Oui. Et en fait, on se rend compte que le marché chinois, donc comme quoi c'est pas réservé qu'à l'automobile, prend une ampleur phénoménale sur le marché médical. Là où avant, on avait des Medtronic, etc., qui étaient des grosses sociétés américaines qui avaient les plus gros stands avec les plus grosses avancées. Aujourd'hui, ce n'est plus rentable pour eux de par le fait que les remboursements sécu et autres ne sont pas assez intéressants et ils ne veulent plus s'investir sur le marché français. Et c'est les Chinois qui prennent le pas avec des machines qui n'ont jamais été vues ni de près ni de loin. Voilà. Oui. C'est des machines qui placent des vis toutes seules, qui vont scanner le rachis de la personne pour voir exactement quelle vertèbre doit être... c'est vraiment un truc de dingue. Et au final, c'est les Chinois qui prennent le pas sur ces sociétés américaines et autres. Alors au final, c'est un peu comme l'automobile. Oui. Bon, en tout cas, là, c'est les consommateurs qui prennent des décisions différentes de ce que voudrait un concessionnaire classique. Hein, d'accord ? Une concession, c'est ouvert. Vous allez dans la concession, vous avez un certain nombre de voitures étalées, et puis vous avez un vendeur qui vous aborde, et vous dites, voilà, je cherche ça. Et puis généralement, c'est le vendeur qui vous vend à peu près ce qu'il veut. Là, on est en train d'inverser la tendance. C'est-à-dire, vous arrivez en concession, c'est ouvert, il y a un nombre de voitures importantes, il y a bien un vendeur, mais vous savez ce que vous voulez. Et c'est le vendeur qui connaît plus ou moins bien son produit, qui peut froisser cette relation qui peut être une très bonne relation, très chaude au départ, parce qu'on vient, si vous venez dans la concession, c'est pour acheter une voiture dont vous savez quel modèle avec lequel vous allez repartir. Si le vendeur casse la dynamique, oui, on va casser la vente.
Vous avez compris. En fait, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Il a une exactement. place tout aussi importante qu'avant, sauf qu'elle est juste différente. Avant, il avait toute la place de conseil et maintenant, c'est lui qui a le levier de décision. Nicolas, il faut qu'on finisse absolument, parce qu'il faut qu'on passe à Vanny. Ok, il y a quelque chose que je voulais préciser, parce que finalement, les concessions ne seront plus réellement considérées comme des lieux de vente purs, mais des lieux de service à la mobilité. Oui. Donc location, vente, et pas que véhicules. Financement, sûrement aussi. Derrière. Financement, exactement. Mais pour des 2 roues, des voitures, un peu de tout finalement. Donc ça sera un gros centre où on pourra tout faire en ce qui concerne la mobilité, en résumé. Il y a même des concessions en Allemagne et ailleurs, j'en ai vu moi en Allemagne, où vous pouvez aller dîner dans la concession, vous avez beaucoup de services dans la concession, et en option, vous pouvez acheter votre voiture. Il y a beaucoup de coffee shops aussi maintenant qui s'intègrent en Asie, etc., qui s'ajoutent pour le côté expérience d'achat avec... des gobelets avec le nom de la marque, etc. Alors, Nicolas, ok, Andrea, dans la continuité, on voit... T'avais fini, hein? On a parlé de tout. Oui. Vanny, donc, dans la continuité, la place grandissante du digital dans le parcours d'achat d'un acheteur de voiture, on en parle depuis le début. Je vais résumer un petit peu tout ce qu'on a dit avec des chiffres un peu plus précis. Oui. Donc, Nicolas l'a repris, mais 97% des achats démarrent maintenant en ligne. Et ça, c'est du coup 97%, c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire que quasiment tout le monde va voir sur Internet avant de se déplacer. Donc, il y en a encore qui se déplacent en concession, mais en tout cas, 97% des gens avant regardent en ligne. Et 84% des acheteurs utilisent Google. Ils font leurs recherches, ils comparent, ils configurent déjà avant aussi d'aller chez le concessionnaire. Et en moyenne, un acheteur a recours à 7 à 8 sources digitales. Donc approche un peu ton micro, tu seras gentil, Vanny. Ça peut être des vidéos, des avis, plein de sites, dont par exemple gtmag.fr avec YouTube, parce qu'en fait YouTube est devenu une source hyper importante avec tous les essais, justement les vidéos. Maintenant, il y a aussi les vidéos un peu en 3D avec, où on peut vraiment voir le véhicule avec... Enfin, toutes ces options, etc. Disons que YouTube est crédibilisé par les magazines en général, généralistes, qui sont journalistiques, donc qui sont indépendants, objectifs, plus les influenceurs. C'est vrai que... Après, voilà, moi j'aime pas trop le côté influenceur, justement, parce qu'il y en a certains qui sont très bons et d'autres qui sont moins. Donc un magazine un peu professionnel, quand même, c'est quand même intéressant, parce qu'on là, on a un avis de quelqu'un de sérieux. Et quand un véhicule sort, là, cette semaine, on a essayé 2 voitures, mais on a essayé l'Alpha donc Junior. Quand une voiture sort, il y a 10 millions de sources pour pouvoir savoir quel véhicule, ce qu'il vaut. Et c'est extraordinaire, quoi, je veux dire. Donc c'est sûr qu'on... Mais c'est encore mieux, parce qu'on peut se perdre voir, un petit peu quand même l'avis de JM, parce que lui, il a fait son essai sur telle ou telle route, et du coup, il va donner son avis à la fin. En plus, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi du négatif quand il y en a. Bien sûr. Mais ça va être quelqu'un d'autre qui a fait un essai ailleurs sur différentes routes, qui va avoir différents retours, et qui, du coup, selon les habitudes du client, il va être plus ou moins impacté par... telle ou telle vidéo. C'est-à-dire que le consommateur est de plus en plus averti, en fait. Le consommateur est averti, il sait ce qu'il veut concrètement. Nicolas, vas-y. Oui, alors, vous savez que là, vous êtes dans mon domaine d'expertise, donc j'ai tellement de choses à dire, mais bon, je vais me maîtriser, promis. Alors, la première chose, c'est que, on sait que dans les concessions, généralement, les achats, c'est tous les 5 ans. Donc, les concessions ont de très bons services marketing qui font le boulot. On envoie un petit mailing pour dire « Ah, 5 ans, on va peut-être vous faire une petite offre, allez sur mon site, allez découvrir le nouveau modèle, etc. » Et derrière, avec les réseaux sociaux, et on a différents outils qui permettent de cibler avec précision. Et alors toi tu disais que tu n'étais pas trop fan des influenceurs, mais pour avoir eu la chance d'avoir, coucou Margot, des influenceurs donc, avec mon ancien employeur, il y avait Margot... alors j'oublie son nom, c'est attention, j'ai pas dit tout à fait ça. Alors, j'ai dit qu'il y avait des influenceurs qui étaient étaient bons aussi et qui sont professionnels aussi. Mais il y en a beaucoup qui s'improvisent influenceurs et malheureusement qui donnent des informations. Les journalistes aussi, je te rassure. Hein. Alors, parce que moi j'allais te dire, ça dépend aussi de l'âge de ta cible, parce qu'il y a des gens effectivement qui vont être plus facilement influencés par le fait que c'est quelqu'un de connu, qui a beaucoup de parole, que j'aime bien, donc je vais me fier à ce qu'il dit. Mais il y a ceux aussi qui vont préférer avoir un avis d'expert. Voilà. Et c'est un autre type d'influence. Et ça dépend beaucoup aussi donc, du canal sur lequel tu vas communiquer. C'est pour ça que YouTube, c'est très bien, parce que c'est du contenu long. Et donc,
je pense, plus adapté à un public comme le tien. J'ai pas du vieux, mais amateur de chiffres, On va régler de nos comptes cylindrées, après, etc., du détail, ça c'est pour toi. Alors qu'il y a des gens qui sont un peu plus précis, sans doute un peu plus jeunes, qui vont plus s'attarder à observer des essais, même pas, à observer quelqu'un qui utilise son véhicule au quotidien sur Instagram, par exemple. Oui, mais par exemple, moi j'ai des chiffres, les utilisateurs affectionnent à 39% les formats real life, mais produits par des experts, mais des influenceurs, mais qui, par exemple, il y a des influenceurs spécialisés dans plein de choses. Donc là, ça serait des influenceurs, mais spécialisés dans l'automobile, qui ont quand même une approche différente qu'un influenceur qui sera pris pour telle ou telle campagne. C'est un hyper consommateur, oui, finalement, mais c'est comme l'influenceur. Blondicard, Ça peut être intéressant. Vas-y, Andrea, pardon. Il y a plein d'influenceuses hyper connues sur les réseaux, et elles sont carrément débauchées par les marques directes pour faire la sortie d'un véhicule. Voilà encore une différence entre l'influenceur et le journaliste, c'est que nous, on n'est pas influencé on est influencé par quiconque. Mais par exemple, dans tes essais, tu as fait du rallye, etc. Donc tu sais de quoi tu parles quand tu vas essayer une voiture. Un influenceur, c'est pas forcément quelqu'un qui a des connaissances dans la mécanique. Mais là, on parle d'influenceurs automobiles. Automobiles, oui, mais est-ce qu'ils ont roulé, fait des championnats, des rallyes? Mais t'as pas besoin de faire un championnat pour être calé en automobile. Tu vois, c'est justement la question. C'est quoi un influenceur? C'est quoi un influenceur? T'as même des influenceurs qui parlent d'une voiture sans jamais l'avoir essayé qui a aussi. une communauté suffisante pour parce qu'aussi ils sont payés aussi, certains influenceurs, ils sont payés pour parler du. Bien sûr. Mais donc revenons, ça triche un petit peu sur. Revenons quand même, Eric. Revenons sur la base de cette conversation-là avec le digital, c'est que le consommateur est vraiment sur le secteur automobile en particulier. Il y a quelques années, il n'était pas très averti. D'accord, donc il venait se faire manger à la sauce dont le concessionnaire ou le vendeur voulait le manger, tout simplement parce qu'on manquait d'informations, c'est tout simple. Et ça n'enlève rien à la qualité des concessionnaires. Je veux dire, on a de très bons concessionnaires en Martinique, il n'y a pas de doute. Je veux dire, il y a de très bons vendeurs en Martinique, il y en a des moins bons sûrement. Mais je veux dire, voilà, le consommateur, quand il arrive en concession, il sait de quoi il parle. Donc, si vous êtes un vendeur qui ne connaît pas son produit ou qui ne connaît pas sa concurrence, ça va être compliqué, vous êtes plutôt mal en ce moment. Voilà, il faut refaire un peu de formation. Alors, je pense que c'est un sujet hyper important parce que tout à l'heure, on parlait des moteurs de recherche. Et Andrea, tu seras d'accord ou pas? Tu me le diras tout à l'heure. Oui, je te le dirai. Bon. YouTube est en théorie, avant tout ce qui est IA, YouTube est le deuxième moteur de recherche. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, est-ce que je pose la question? C'est une question qui fâche. Une question qui fâche, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, un vendeur peut être plus performant en termes peut mieux connaître son produit que l'IA? Voilà, j'ai posé le sujet. Bonne chance. Non, franchement, en fait, de toute manière, tout ce que le vendeur va apprendre sur le véhicule, ça va être de par ses connaissances techniques, de par les fiches techniques, de par ce que le constructeur a pu émettre, l'information pure et dure, que l'IA, dans tous les cas, a. Et va se fier aussi après à son ressenti personnel. Mais ça, c'est pas de l'information, c'est un jugement de la proprioception. C'est subjectif. C'est pas. L'IA, c'est une encyclopédie qui va recroiser toutes les informations concernant ça. Après, on ne demande pas à un vendeur d'être un dictionnaire ou technique sur le véhicule. Mais justement. Par contre, pour les pratiquer autant que toi toute la semaine, il y en a des très très bons vendeurs. Il y a des gens qui sont plus calés que moi, par exemple, sur leurs véhicules. J'en aurais peut-être besoin avec le digital où je comprends pas grand-chose, on va dire. Voilà, le vendeur, il va pouvoir m'expliquer comment ça fonctionne et tout ça. Avec l'IA, j'aurais pas la personne à côté de moi en train de me dire si tu appuies sur le bouton là, ça va faire ça et ça va faire ça. Alors que si j'aurais peut-être mon téléphone là, mais l'IA va te le faire, elle va même te faire une vidéo pour te montrer. Je vais passer la parole à Vanny, mais le meilleur vendeur, c'est celui qui vous vend la voiture la plus adaptée à votre consommation habituelle, enfin à vos besoins plutôt habituels. Qui est plus à l'écoute. On voit beaucoup de gens vendre des voitures parce qu'ils ont du stock, parce que ceci, parce que cela. Non, aujourd'hui, on ne peut plus vendre une voiture comme ça. On vend une voiture à quelqu'un qui en a besoin. Je ne sais pas si vous êtes une infirmière, que vous bossez au Gros Morne toute l'année, vous avez peut-être besoin d'un véhicule particulier. Si vous êtes en ville,
vous avez peut-être besoin d'un véhicule électrique petit, qui est facile à garer. Enfin, tout ça, c'est à prendre en compte quand on est vendeur, je pense. Alors justement, moi, je fais il y a une découverte à faire du client. Il faudrait qu'il y ait un profiler presque. Profiler, voilà, c'est ça. Un peu profiler. C'était pas ce que je voulais dire au départ, mais du coup, comme t'en parles, moi en ce moment, je fais le tour des concessions parce que j'ai une demande particulière que je peux pas trouver en ligne, justement par rapport à mon handicap. Et en fait, l'accueil est assez impressionnant parce qu'on passe du tout au tout, entre les vendeurs, entre ceux qui savent pas du tout de quoi je parle. Et du coup, c'est assez perturbant parce que c'est des informations que même si on les a en ligne, on ne sait pas dans quelle mesure ça peut être fait ici en Martinique, etc. On a vraiment besoin de... Et eux, ils l'ont pas forcément, ou alors ils n'accueillent pas le besoin assez bien, quoi. Donc, et alors, j'ai une question, Vanny. Est-ce que, à part si tu as un modèle précis en tête, mais de ce que je comprends pas forcément, tu essayes de faire un peu une prospection. Pourquoi, par exemple, par simple curiosité, tu vas pas sur l'IA en disant voilà, j'ai telle et telle problématique, je recherche un véhicule pour ça, ça et ça. Fais-moi un benchmark de toutes les voitures qui pourraient être adaptées. Il va faire par exemple un tableau. Il va même te demander est-ce que tu veux que je te le fasse sur le tableau. Elle est en plein dans notre. Elle est en plein dans notre. Bon, ça y est. Mais en fait, elle fait de la contradiction tout à l'heure. Mais c'est exactement ce que font les consommateurs. Mais c'est une question. Oui, mais ok. Mais là, je parle pas de. Tu peux avoir ta réponse sur Internet, mais tu achètes pas ta voiture sur Internet. Tu peux arriver et dire oui, tu peux aller en concession, mais acheter quand même ta voiture en concession. C'est pour ça qu'ils vont qu'une fois en concession. C'est parce qu'ils ont fait tout ce travail avant, même s'il n'y a pas d'handicap particulier. Mais la personne va quand même en concession pour voir la voiture et pour se dire bon, je vais quand même me faire un dernier avis pour me dire est-ce que la couleur me plaît, est-ce que le truc me plaît. On est d'accord. La concession est utile, je veux dire, elle est impérative. Mais elle doit changer. Mais je veux dire, je ne faire. pourrais pas acheter que par Internet sans passer par la concession. On fait une petite pause publicitaire, puis on se retrouve après pour savoir ce qu'on dit. Ouais. Allez, ça marche. À tout de suite. De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Il y en a qu'un qui est actif là sur. On est là. Le seul qui est en forme, c'est moi. Tout le monde a fait la bringue la veille en fait. Alors on retrouve les gars, on était lundi et mardi, il faut bosser. Bah ouais, mais je fête encore la victoire de PSG il y a 15 jours. Oui, c'est vrai. Moi aussi. J'espère que tu l'as correctement fêté, digne de ce nom, pas tel. Non, j'ai rien cassé. Oui, très bien. Eh bien, on remercie également nos fidèles partenaires, Label Web, Speedy Martinique, Casino Batelière Plaza, l'arobase du Casino Batelière Plaza et gtmag.fr. Et oui, merci à eux, on est super contents. Grâce à eux, on vit, on est là, on vous parle. Et merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Vous êtes nombreux le vendredi soir à 18h à écouter Maxi, juste après le football. Va-t-on vers la fin des concessions qui deviendraient des lieux de liaison entre monde digital et monde réel, qui serviraient donc juste à la livraison et au SAV? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Vous avez bien tous compris derrière votre radio qu'on n'est pas en train de casser les concessions, c'est pas l'objectif. On est en train de dire que dans la concession, il se passe beaucoup de choses en ce moment, ici et ailleurs, et que les changements sont évidents et que le consommateur allant plutôt sur le digital, prenant sa décision à combien on a dit 73% je crois 73% de décisions prises avant d'aller en concession. 93%. 93%. Même moi, je suis visite. Alors, c'est pas une décision complète pour 93%, mais 93% des ils sont fait visiteurs. une idée avant d'aller en concession. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. Donc celui qui passe à côté de ça, c'est que le mec, il n'a pas compris. Il faut qu'il change de métier. Je veux dire, il faut vraiment s'axer sur le digital quand vous êtes concessionnaire aujourd'hui. C'est impératif. Surtout quand on voit les chiffres d'Europe, au final, comme je disais au tout début, où il y a 20% quand même d'achats qui se font en ligne au Royaume-Uni maintenant. Nous, on est à 7% en France, mais ça va croître, c'est sûr. Alors moi, il y a des choses qui m'épatent. Vous savez qu'encore une fois, je vous le redis, avec nos 4,5 millions de vues, vous avez des concessionnaires, et ils ne connaissent pas en fait. Ils ne savent pas qu'on est là et ils ne comptent pas sur nous en fait. C'est quand même incroyable, mais vrai. C'est inimaginable. Quand on parle de ça, nos confrères parisiens, ils pouffent de rire en disant mais c'est incroyable. Mais donc on est parfois, on a des gens un peu passéistes, on a des gens qui sont depuis longtemps dans leur poste,
Et bon, ils n'ont pas fait la bascule sur la clientèle 25-35 qui est leur acheteur de base, évidemment. Bon, on verra dans le temps comment ça se passe. C'est en train de changer quand même. Hein. Après, il y a des grandes concessions en Martinique et en Guadeloupe qui sont déjà à fond sur le digital, qui ont vraiment bossé, qui sont sur leurs leads. Et ça fonctionne, ça marche. Hein. On a reçu Peugeot, par exemple, la semaine dernière. Eux, ils sont à fond sur cette digitalisation. Merci beaucoup. Oui, ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte, donc ils se mettent à la page, quoi. En fait. Ils se mettent, bien sûr, mais ils se mettent à la page. Et puis surtout, il y a une baisse. On l'a vu tout à l'heure en début d'émission, il y a cette baisse du réseau vendeur qui fait que quand il y a une baisse du réseau vendeur, vous êtes obligé d'augmenter votre communication et marketing digital donc, et la communication classique, puisqu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on communique énormément sur les anciens médias, c'est-à-dire la radio et la télévision. Et cette clientèle des 25-35 ans, elle n'est pas sur la radio et elle n'est pas sur la télévision. Donc, il y a une chute, il y a un effondrement du chiffre d'affaires pour beaucoup de marques. Mais tout est lié parce que les véhicules eux-mêmes, dans leur intérieur, sont digitaux. Voilà, mais voilà, digitalisent. c'est par définition en fait, des produits connectés. Tout évolue en même temps. Oui. Exactement. Tout est et d'ailleurs, on essaye de donc, nous éliminer, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'on essaye d'éliminer le pilote. Oui. Hein, avec les voitures autonomes. Oui. C'est vrai. Donc vous voyez bien qu'on va vraiment sur... C'est en cours. C'est en cours. En même temps, quand on va conduire Eric, on se dit, bon, c'est mieux d'avoir un pilote. Là, je suis méchant parce que c'est pas vrai. Vas-y, Nicolas. Tu parlais des médias traditionnels, et avec la différence entre le traditionnel et le digital, mais pour moi, la vraie plus-value du digital, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'en tradi, on va... Et l'instantanéité aussi. On va communiquer, mais on ne va pas pouvoir faire à la carte, en quelque sorte. Et on ne va pas non plus avoir ça va être difficile de mesurer l'impact, on va dire. Alors qu'au digital, tu peux toucher une fois, tu peux retoucher autrement avec une promo, tu peux vraiment cibler en fonction de l'âge une offre, un type d'offre, etc. Donc c'est aussi la force on ne va du pas digital. attendre le dimanche matin l'émission à la télé qui passe, on parle des voitures. Voilà, on l'a tout de suite. On l'a tout de suite, c'est immédiat. On l'a immédiatement. Tu es touché chez toi, effectivement, il y a ça aussi. Ouais. Alors, le pire du pire aussi, il faut le savoir, le pire du pire, dans l'enquête qui nous a mené à cette émission, c'est la contre-publicité. C'est-à-dire le vendeur qui se fait passer pour un espèce d'animateur et qui vend sa propre voiture sur le digital. Alors ça fonctionne pas du tout. Alors ça, c'est contre-productif. Alors pire encore, le directeur de concession qui vient et qui fait de l'animation et qui essaye de vendre ses voitures ou ses promotions. Alors ça, c'est l'anti-vente par définition. Donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu sensés, on va dire, qui se disent oulala, ça sent le... Ça agresse un petit peu comme... Oui, c'est très agressif. Voilà. Donc si vous êtes journaliste, vous avez envie de faire de l'auto, faites-le, mais si vous ne l'êtes pas, laissez tomber, laissez-nous la place, c'est plus facile. Nous, on ne vend pas de voitures, par exemple, ça, on ne sait pas faire. Hein. On les présente, mais on ne les vend pas. On se tourne vers Eric, ou pas ? On peut. Allez, on peut. Pourquoi Eric ? Parce qu'on voulait parler du paysage automobile à l'horizon 2030. Alors, tu vois, c'est une amorce avant la rubrique d'Andrea. Et oui, moi, vous savez un petit peu, je suis un doux rêveur, donc je voyais déjà le futur automobile avec toutes ces voitures autonomes, avec ces voitures volantes, bien sûr non polluantes quand même, évidemment, qui vont changer notre mode de vie et nos paysages, en particulier urbains, parce que si on fait ça, ça va changer. Mais parfois, le rêve, il est confronté à la réalité économique. Nous l'avons vu avec la Commission européenne qui rendait flexible la transition écologique un petit peu, donc il faisait attendre un petit peu. Et les lois du marché, les dictats des constructeurs automobiles, la marche forcée de certains pays comme la Chine, me réveille parfois en sursaut et me ramène une forme de réalité. On sait par exemple que pour l'instant, seuls 13% des Français sont prêts à acheter un véhicule électrique. Donc quand même, c'est encore triste. Faible, même moi, en Martinique, on est à 3%. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On est à 5%, pardon, excusez-moi. Entre 5 et 6% en Martinique. Donc j'ai bien peur que le paysage automobile ne change guère tant que les mentalités ne changeront pas. Il y aura quelques constructeurs historiques qui ne vont pas s'adapter assez vite aux nouveaux marchés et qui vont disparaître, tout simplement, je pense, et de nouveaux véhicules venant d'autres continents qui vont prendre leur place, comme ça s'est passé par le passé déjà. Oui, bien sûr. Donc j'ai bien peur que ce soit les constructeurs européens qui payent un petit peu le prix de ce changement. C'est le cas, de toute façon. Donc mon rêve est encore loin de la circulation automobile
qui ressemble à celle des films un petit peu d'anticipation. Et peut-être qu'avec d'autres modes de propulsion aussi, on aura peut-être d'autres modes de propulsion, même que l'électrique, qui pour l'instant fait figure de proue, mais peut-être pas. On trouvera peut-être aussi des défauts. Sur l'électrique, on peut dire, sans t'arrêter, mais sur l'électrique, on peut dire quand même que l'Europe est passée à côté, quoi. Globalement, l'Occident c'est certain. est Alors passé à côté. Peut-être qu'elle trouvera, elle, d'autres solutions pour contrer ce phénomène un petit Donc peu. on est en train de rattraper quand même, globalement. C'est lent, mais on est en train de rattraper. Mais c'est vrai qu'on a du retard sur l'électrique, sur les batteries, la construction des batteries. On a vu qu'il y a des gigafactories qui se sont cassées la figure en Europe, en Allemagne en particulier. Donc des entreprises qui ferment par manque de commandes. Donc, et puis à côté, vous avez BYD qui construit des gigafactories justement qui sont grandes comme des immenses villes des États-Unis. Là, et donc, on se demande quand même ce qui va se passer. Donc tant que la géopolitique et l'économie décideront du sort des consommateurs et de la planète en même temps, ce paysage, pour moi, il va rester un petit peu figé. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je pense que pour l'instant, ça ne va pas beaucoup bouger, à part l'électrification, mais je pense que ça va rester un petit peu... la vision de la voiture qu'on a, elle est encore une vision un peu vieille, on va dire, quand même. Ouais. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont basculé sur l'hybride, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont une forme de prise de conscience. Bon, c'est beaucoup poussé par l'État, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est ça, c'est économique en fait. Ça a explosé la vente. D'abord, le prix de l'énergie a beaucoup aidé. Le prix et puis les constructeurs ont vu que l'hybride se vendait, donc ils font des voitures hybrides. Bien sûr, les constructeurs, ils vont là où est leur intérêt, par définition. C'est ça, donc on ne va pas forcément dans l'intérêt de la planète ou dans l'intérêt de... on va au plus court. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas une vision à long terme on a cette vision, si on écoute l'ADEME, l'AVER en Martinique, tout ça. Oui, mais ça, c'est les gens qui réfléchissent et tout ça. Et c'est pas eux qui vendent des voitures. C'est leur job de réfléchir. Eux, ils réfléchissent, mais les gens qui vendent les voitures, c'est eux qui ont le pouvoir, un petit peu, même par rapport à la politique. Moi, je pense que la voiture électrique est arrivée trop vite sur le marché. C'est-à-dire que trop vite avec de bonnes ou de mauvaises explications. Il n'y a pas eu de sensibilisation en amont. Il n'y a pas eu une grosse sensibilisation, effectivement. Tu as raison, Andrea. Et ça explique peut-être un petit peu l'engouement de l'hybride. C'est-à-dire que les gens qui ont eu peur de manquer d'autonomie, alors ça concerne moins les Antilles, même si ça concerne les Antilles, parce qu'en France, la problématique est un peu différente. Les trajets sont plus longs, 600, 700 km. C'est vrai que quand vous partez en vacances, je vais te laisser la parole, quand vous partez en vacances, vous avez une voiture électrique, oui, vous pouvez vous poser la question, où c'est que je m'arrête? Est-ce que les bornes vont bien marcher? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de monde? Est-ce qu'il n'y aura pas une queue de 3 heures? On va y arriver parce que l'autonomie, elle a augmenté quand même. Même les camions commencent à rouler en électrique. Oui. Donc, mais ça explique quand même l'engouement pour l'hybride, parce que finalement, je fais un pas en avant, même si je fais 3 pas en arrière. On fait un peu de l'écologie, mais on prend pas de risque. Voilà. Mais 2035, c'est fini normalement l'hybride. Donc si vous avez acheté une hybride, il faut savoir qu'un jour... Est-ce que tu penses qu'on va se tenir à ça? Moi, Pour l'instant, Mme von der Leyen a confirmé les choses. Il faut arrêter de penser qu'on va revenir en arrière, les gars. C'est comme la ceinture de sécurité, c'est pareil. Mais oui, parce qu'on est quand même, on regarde toujours un petit peu avec notre petit cosme européen, français, et le chinois ou l'indien, où ils ne regardent pas les choses de la même façon. Ils produisent et puis... D'ailleurs, comme on le sait, l'électrique, oui, et ils se servent de camions électriques en Chine pour quand même charger le charbon pour les centrales à charbon. C'est extraordinaire quand même. Ils ont des camions électriques. Mais des contrepétries comme ça, il y en a des centaines. Je veux dire, donc c'est assez énorme. Et ils ont des centrales à charbon, donc c'est... qui nous vendent des voitures électriques, c'est quand même... voilà. Bon, en tout cas, l'engouement de l'hybride, ça s'explique par le fait qu'on ait peur de manquer d'autonomie, donc on prend une hybride... On avance un petit peu au moins. On avance un peu, voilà. Et puis on consomme moins, oui, il faut rester optimiste, on avance un petit peu. Exactement. Et espérons qu'on n'ait pas un hybride gate un de ces jours, qu'on découvre pas que tout ça est de la supercherie. Non, allez, je plaisante. C'était pour faire avancer le schmilblick. Mani, tu voulais parler? Oui, en fait, avant qu'on enregistre et que vous arriviez, il y a une dame qui m'a demandé qu'est-ce qu'on fait là ce soir et qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai dit, on a une émission automoto. Je lui ai dit, vous parlez de quoi? Je lui ai dit, notamment de transition énergétique, mais de plein de sujets locaux et internationaux. Elle me dit, transition énergétique, ah ouais, moi je suis pas prête à passer à l'électrique, mais attendez, mais où et elle a commencé à me poser plein de questions. Donc je lui ai dit de nous écouter, mais c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de craintes, et je pense que comme tu dis, les véhicules sont arrivés trop vite, et les véhicules sont arrivés avant même que
que nous, enfin que les parkings, etc., soient adaptés à l'électrique. En fait, c'était même Plus pas vite que la encore musique, adapté. Même les véhicules étaient déjà là. constructeurs étaient en retard. Tout le monde était en retard. Et aujourd'hui, ils payent le retard. Mais sauf même que les s'ils questions, elles rattrapent. se posent toujours parce que c'est toujours pas démocratisé dans la tête des consommateurs. Il y a toujours trop de craintes par Alors rapport aux que véhicules. la plupart ici, on peut recharger à la maison. Donc, Oui, voilà, mais même on n'a là, pas sur besoin le de parking, borne. il y a des... On n'a pas fini d'en parler parce que dans nos émissions, vous le savez, on aborde le sujet régulièrement, donc on y reviendra. On se tourne vers Andrea, si vous êtes d'accord. Eh bien, parce que donc on a de nouvelles informations quelque part sur la fin des vignettes critères, donc la fin alors, des ZFE oui et en non. gros. On a de nouvelles informations, oui et non. Alors déjà, est-ce que Ouais. vous savez le pourquoi du comment ça a été remis en question, le fait de conserver la vignette critère? Certains trouvaient a priori qu'il y avait une certaine incohérence, que c'était ça favorisait. C'est un député qui a déposé un texte à l'Assemblée, non? Je sais pas, Oui, mais en oui, tout cas, oui, au départ, oui. Au départ, c'est un seul député écologiste qui a été suivi en fait. ça Par favorise. tous les groupes. Les macronistes sont un peu disparus sur cette affaire et ils se sont fait un peu avoir hein, quelque part. Ce jour-là, au moment des votes, il y avait plus de gens écolos et à gauche, on va dire. L'Assemblée n'est Et pas donc, toujours pleine. C'est hein, passé. donc, voilà. Mais c'est pas fini puisque C'est toujours l'ineptie, ça a un été peu. confirmé derrière. Bah alors justement, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est la fin des vignettes critères en 2025 ou pas. Eh bien, c'est ça qu'il faut voir. Pour le moment, ça n'a pas été non plus un amendement fixe. C'est toujours en pourparlers. On se pose aussi la question du pourquoi, du comment. Alors, il faut savoir, comme Nicolas l'a sous-entendu au préalable, il y avait une espèce d'inégalité écologique et sociale, c'est-à-dire qu'en fait on imposait à certaines personnes de ne pouvoir rouler qu'avec des véhicules d'une certaine tranche d'âge. Quasi-neuf. Alors, on va c'est dire. pas du Non, mais moi, Casineuve. je pense toujours à mon étudiant qui roulait en 106, Je parle pas de en Casineuve 208. parce que Casineuve, on est quand même dans les 2-3 ans. Là, ça remontait quand même à plus loin. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de véhicules qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans et qui fonctionnent très bien avec des révisions techniques qui sont très correctes. Et effectivement, comme le fait remarquer Jean-Marc, quand on a un jeune étudiant, qu'on a un tout petit budget et qu'on le sait, on abîme très souvent les véhicules. On part sur des véhicules où les pièces sont facilement changeables, n'ont pas besoin de nécessiter de grands coûts et on se dit, bon bah voilà, tu te prends un poteau, tu te prends une porte, t'arraches un rétro, c'est pas bien grave. Et malheureusement, quand on a un véhicule de cette envergure-là qui date souvent de 15-20 ans, parce que des fois c'est même les voitures des grands-parents que les petits-enfants récupèrent, Oui, qu'on récupère. et ben en voilà. fait on ne peut plus On peut plus faire ça. circuler. Ouais. Et le problème, c'est que souvent, ce sont des jeunes qui doivent avoir accès au centre-ville, que ce soit pour les universités ou les facs. Et en fait, on se rend compte que si on n'a pas un certain pouvoir d'achat ou la nécessité ou la possibilité de pouvoir rouler avec des véhicules qui rentrent dans le critère de la vignette critère, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas utiliser votre véhicule. Donc, Oui, en fait, puis- il y avait une disparité sociale qui s'instaurait et qui ne plaisait pas, notamment à ce député qui disait « Mais attendez, je ne suis pas d'accord, il y a trop d'inégalités sociales. » Pour le Mais coup, en il- même temps, il fait son travail. il faut savoir aussi renouveler le parc automobile et c'était un petit peu aussi la volonté nationale de se dire en mettant ce critère-là, on va épurer un petit peu la vieillesse du parc automobile, ça va se renouveler parce que les gens vont se sentir obligés dans tous les cas d'acquérir un nouveau véhicule ou de passer sur une nouvelle occasion plus récente. Et d'autres automobilistes qui ont cette mentalité un petit peu plus écologique sont effrayés parce qu'ils se disent justement les ZFE, donc les zones à faible émission, c'était une très bonne initiative. Il y a eu des chiffres justement qui ont prouvé que certains centres-villes, notamment comme Lyon, ont vu leur qualité de l'air justement s'améliorer. Il y a 8 000 morts Et donc là, par an, on bien se sûr. dit, on Il y a comprend 8 000 pas en morts fait. par an à peu près en France. Non, On non, fait mais un c'est pas en clair, avant quoi. qui est très compliqué à faire et on en fait 5 en arrière. Alors qu'en faisant passer cette loi de base, le côté critère, la vignette critère, le côté socio-démographique était déjà... c'est pas Après, nouveau. on peut aider les gens à l'achat, comme de nouveau pour les voitures électriques, il va y avoir Oui, de nouveau de nouveaux trucs, mais des aides. Donc, En tout cas, ce vote-là qui a eu lieu le 28 mai, c'est le second vote le 28 mai qui a confirmé le premier, ce qui était une grande surprise pour le gouvernement, parce qu'il s'est fait avoir. Ça a placé les métropoles françaises donc, dans un entre-deux réglementaire, en tout cas, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas statué. Parce qu'au final, c'est le Conseil Pour l'instant, constitutionnel voilà, qui doit pour l'instant. donner sa réponse définitive sur oui les ZFE ou non les ZFE. Donc vous avez certaines mégapoles qui veulent conserver leurs ZFE, mais qui attendent, avant d'appliquer les sanctions potentielles, ce fameux Conseil constitutionnel et son avis pour prendre des décisions finales. Il y en a d'autres qui les ont arrêtés, les vignettes, en attendant toujours le Conseil Oui, après, constitutionnel. il y a justement aussi
la légitimité aussi du maire, aussi de la ville, de pouvoir accentuer ou pas Puis on en avait parlé déjà en plus des ZFE, on en avait beaucoup dit parlé peut-être des ZFE. adapter un peu plus aux utilisateurs. Alors c'est pas vu qu'on est dans un entre-deux, c'est pas tout le monde sur le V8 et tout le monde sur le V6. Parce que ça serait une bêtise, évidemment. On conseille plutôt aux automobilistes de continuer dans cette c'est compliqué idée. Parce que là, on est dans une stratégie de conseil, là où on nous impose 2035. Donc, en fait, à un moment donné, si on n'impose pas de manière douce, en amont, justement, pour éviter les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, et dire, comme l'a précisé Vanny, l'électrique, il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu de parcours, on va dire, promotionnel, éthique... pour formater un petit peu. Il y en a eu, mais avec les 60 milliards à trouver, la France a changé sa politique, évidemment. 40 milliards, pas 60, 40. Donc la France a changé sa politique. Bien sûr. Et puis il faut savoir aussi où est son combat de front. Mais rappelons de quoi on parle. On parle de gens qui meurent chaque année, 7 000, 8 000 en moyenne en particulier. Si vous habitez un centre-ville ici ou ailleurs et que vous avez un enfant qui a de l'asthme, c'est sûr que vivre les fenêtres fermées toute l'année... L'asthme, les cancers, la qualité de vie... est bien plus grave, oui. Voilà, donc personne ne nie aujourd'hui que les NOx provoquent des maladies. Donc il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est toujours pareil. Parce que on parle... Alors, beaucoup de gens qui parlent à l'échelon planétaire en disant « Oui, mais regarde, la Russie envoie des bombes sur l'Ukraine, les Chinois, les Indiens, ils s'en foutent, etc. » Oui, mais toi qui vis, je sais pas moi, à Fort-de-France, à Lyon... Si tu as moins de voitures dans ta rue, voire même si tu n'en as plus du tout, ça existe dans certaines rues, forcément ça change l'oxygène, ça change la qualité de l'oxygène, la qualité de l'air. Ah non, mais complètement. Non, mais je veux dire, il ne faut pas se tromper de cible. Bien sûr que c'est une sanction pour tout le monde, finalement, quelque part. Les constructeurs sûrement en premier, les acheteurs, parce que c'est les voitures sont plus chères. Oui, après, il ne faut pas non plus taper sur cette politique de ZFE, parce qu'on parle quand même, d'ailleurs, Jean-Marc, tu as peut-être le chiffre, la voiture la plus ancienne... Le taux maximum de la voiture la plus ancienne qui peut être acceptée par la zone critère, on est sur du quoi ? 2010 maintenant, parce que c'était 2010. 2001. 2001 2010, c'est terminé. Et puis après, adapter les structures aussi. On parlait de l'étudiant, les Vélib dans certaines villes, le métro, mais bien sûr, le mais tramway. 2010, ça fait quand même 15 c'est ans. possible. Non, mais 2010, ça fait quand même 15 ans. Enfin, je veux dire, 15 ans, c'est quand même assez... souple, je trouve, comme non, mais véhicule. si on accepte notre île, où c'est très compliqué de mettre en place des pistes cyclables, etc., je le comprends, ça prend du temps. Oui, bien sûr, mais toi-même, tu le sais mieux que moi, Andrea, parce que tu as rencontré les gens de Fort-de-France, tu as rencontré donc les responsables. C'est pas une île qui est adaptée, même d'ailleurs très peu d'îles de la Caraïbe, à part si vous habitez à Anguilla, si vous habitez à Anguilla, et encore... moi, je vous donne un exemple récent. Je vous donne un exemple récent. Au mois de mai, j'étais en Pologne. Mais il y a des pistes cyclables, mais de partout. C'est même pas envisageable qu'il n'y ait pas de piste cyclable. On se dit pas, tiens, je vais louer un vélo, mais comment je vais faire ? Non, il y a des pistes cyclables pour aller n'importe où, oui, mais là, en ville comme à l'extérieur de la ville. C'est géographiquement presque impossible. Déjà, les trottoirs ne sont pas assez larges pour les piétons. Donc, comment vous voulez... c'est une adaptation sur les routes, sur nos routes. Ça va venir, de toute façon. Oui, les villes, la construction des villes qui la montagne, pas fait. C'est quand Paris, ils ont fait par des exemple, boulevards. Si on prend la route pour aller dans le nord, direction Saint-Pierre, si on prend la route, la colline, Font-la et tout ça, où est-ce qu'on la met, la piste cyclable ? Il faut supprimer les voitures et mettre que des vélos. C'est pas compliqué. Oui, bon, d'accord. Il faut qu'il y ait... Tu vas me faire tuer demain. Moi, je suis pour. Il faut qu'il y ait un pas effectué de deux côtés. C'est-à-dire que le consommateur va faire des efforts en achetant des véhicules plus modernes et qui consomment moins, qui polluent moins. Mais à côté de ça, comme tous les consommateurs ne peuvent pas forcément avoir le budget, il faut que... Oui, parce que tout le monde aimerait bien avoir une voiture... Tout le monde aimerait bien avoir une voiture neuve. Bien entendu, c'est ça. Donc il faut que l'adaptation elle se fasse des deux côtés pour qu'on arrive à trouver un équilibre. Bon, ce qu'on retient, Andrea, c'est que les ZFE, c'est pas tout à fait terminé quand même, puisque donc il faut attendre... Non, c'est pas terminé, mais c'est en phase d'être adapté. Mais comment ça sera adapté ? En fait, on va finir comme les paquets de cigarettes. Tout le monde va pouvoir continuer de fumer, mais tout ce qui va être l'identité de marque va disparaître. On va tous rouler avec une voiture blanche, sans écusson, électrique,
et au moins ça sera du pur. Bon, en tout cas, les maires attendent pour prendre des nouveaux arrêtés le résultat du Conseil constitutionnel. Ça arrive bientôt, c'est courant juin. Donc on saura très très vite. Donc en attendant, les grandes villes continuent leurs ZFE, n'oubliez pas. Donc les vignettes critères sont toujours valables, peut-être avec des sanctions un peu moindres. Mais bon, je vous parle de Nantes, Strasbourg, Lille, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Lyon, Paris. Ne rentrez pas avec une voiture de 1940. Une traction avant, par exemple, et vous allez vous faire allumer, quoi. Alors, sauf si c'est un véhicule de collection, bien sûr, là, vous avez une dérogation particulière, etc. On est d'accord. Ouais. On rentre pas dans le débat, l'émission est terminée. Pas dans les détails. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous, vraiment. Merci d'être venu dans cette émission. On a parlé de la révolution automobile, mais on a parlé de la révolution des distributeurs automobiles finalement. Et c'est valable dans le monde entier, et en Europe en particulier, où on voit que la concession change et va devenir sans doute un autre magasin, une autre façon donc de servir ses clients. Je vous remercie encore. Merci à nos auditeurs qui nous écoutent chaque vendredi soir à 18h. Et je vous remercie à vous, les experts automoto sur Maximartinic, pardon. Et je vous rappelle qu'on est en simultané vidéo sur gtmac.fr où vous pouvez retrouver cette émission. Merci à Vanny, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à Andrea, merci à Nicolas, merci à Eric pour cette très belle émission. Ce week-end, retrouvez tout le sport sur RMC Antilles, diffusé sur Maxi Martinique, et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, j'ai eu du mal ce soir, avec son invité politique, et juste après, le Super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, retrouvez l'Instant Auto, présenté chaque matin par Éric Rouget, non, par Jean-Marc Volchette, pardon, je me suis trompé, à 7h05 et à 8h05. À vendredi prochain. Irremplaçable, voilà, c'est ça, bien sûr. À vendredi prochain, 18h. Bon week-end, c'est pas moi, c'est Andrea qui est remplaçable. Moi, je suis remplaçable. Oh. Allez, c'est au noté, week-end prochain. Bye bye. Bonne ciao. soirée. Bye bye.